Si vous avez envie d'aider les autres et de les accompagner, je vous dis voilà, vous leur donnez ce stylo, il va énormément les aider et leur apporter beaucoup de bien. Il y a de fortes chances que vous le distribuez vraiment autour de vous sans que vous-même vous n'en fassiez aucun usage, sans que vous l'utilisiez, sans que vous en profitez. Eh bien, c'est ce qui arrive à beaucoup de coachs de vie et beaucoup de personnes qui travaillent dans l'accompagnement humain, que ce soit en social ou en médecine. On va voir pourquoi on a tendance à travailler avec les autres et de s'oublier nous-mêmes et pourquoi c'est dangereux. On va voir cela tout de suite. Alors, effectivement, quand on veut travailler avec les autres, il y a de fortes chances qu'on se fasse beaucoup de mal en faisant ce travail. C'est ce qui arrive à beaucoup de coachs de vie, de coachs de manière générale, à des travailleurs sociaux et à des personnes qui travaillent aussi dans les soins médicaux. D'ailleurs, le terme burn-out, épuisement total, est né dans ce secteur-là, qui est le secteur donc de l'aide médicale. Pourquoi, en tant qu'humain, on a tendance à se donner en se brûlant soi-même? Bien, tout d'abord, avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Je m'appelle Faisal Afidi, je suis CEO et fondateur de Happiness Engineers, qui est une plateforme qui permet de d'abord travailler sur soi avant de coacher, devenir ingénieur du bonheur et travailler avec les autres. Donc, en travaillant sur soi, on devient technicien du bonheur et ensuite on évolue vers ingénieur du bonheur. Cette vidéo, elle n'était pas planifiée dans mon programme de vidéos à faire pour YouTube, mais j'ai décidé de la tourner tout de suite après un live qu'on vient de faire. On fait un live une fois par semaine pour les futurs coachs du bonheur, ou coachs de vie, donc les ingénieurs du bonheur. Et un des futurs ingénieurs du bonheur, on commence par apprenti bonheur et on évolue, euh, m'a fait cette remarque. Il m'a dit en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que effectivement, avant de devoir coacher les autres, on a besoin de travailler sur nous-mêmes. Et il avait entamé une formation de coaching avant. Il n'y avait pas du tout cette dimension de travail sur soi. Et là, en reprenant le travail avec Happiness Engineers, il s'est rendu compte qu'en fait, travailler sur soi est encore plus important d'abord avant de commencer à travailler avec les autres et que en avançant sur sa formation de coach de vie, il n'avait pas fait attention à cela et surtout, il n'avait pas fait attention qu'il avait besoin lui-même de travailler sur lui-même. Alors, je lui ai expliqué qu'en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé Happiness Engineers dans ce format, parce que personnellement, ayant commencé le coaching très tôt, donc très jeune, à un moment donné, donc au début de mes trentaines, j'avais commencé à faire une émission télé. Donc, on faisait de la télé-réalité ici au Maroc, dans une grande chaîne nationale. On faisait donc la télé-réalité, on coachait les gens en live, donc pas en direct, mais c'était vraiment face caméra et on filmait les choses en réalité. Et c'était un coaching de vie, mais sur le terrain, en allant avec le client, faire pas mal d'actions ensemble, mais tout en le rendant autonome. Eh bien, durant cette année-là, j'ai énormément souffert d'une dépression. Une dépression qui s'est avérée être une dépression du degré 2, une dépression assez poussée. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais une dépression. Je confondais avec une fatigue euh, chronique qui ne voulait pas partir. Et puis j'ai découvert, après avoir été diagnostiqué donc dépressif donc, ou déprimé d'un degré très avancé, je continue toujours à coacher. Ça, je l'explique souvent aux coachs. Je continue à coacher de manière extraordinaire, très efficace. J'obtenais des résultats. J'accompagnais même des personnes qui avaient donc une dépression. Je savais très bien le faire, mais j'étais incapable de me regarder moi-même et de pouvoir gérer mon propre problème. Ce qui est normal et naturel. Quand on accompagne les autres, on a besoin d'être supervisé et accompagné aussi par les autres. C'est tout à fait normal. L'accompagnement n'est pas une question de pyramide. On n'est pas des, euh, des gourous sur le sommet d'une pyramide et ensuite tout le reste, enfin, tous les autres sont en bas, on doit les accompagner. Non, on est sur un réseau et on accompagne, on se fait accompagner. Mais dans ce cas-là, ce qui est arrivé, en fait, c'est que j'avais une supervision. J'allais voir même des coachs qui avaient beaucoup d'années d'avance sur moi.
mais j'étais un peu imperméable ou j'étais incoachable, dans le sens où je pensais avoir assez d'outils et tous les outils que les coachs pouvaient utiliser, je pouvais deviner un petit peu ce qu'ils allaient faire. En fait, je n'étais pas prédisposé à faire un travail sur moi-même. J'étais trop occupé à travailler sur les autres. J'avais des clients, des séances, j'avais j'écrivais à l'époque, j'avais un blog, j'avais une chaîne YouTube, d'ailleurs que j'avais arrêté suite à cette dépression-là, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, j'avais la télé, j'étais connu, etc. Donc, j'avais pas cette prédisposition à travailler sur moi-même. Et puis, j'avais des doutes tout le temps que je devais avoir un problème de dépression moi qui faisais, euh, qui était vraiment à un certain degré de ma carrière. Et puis, après, c'est avéré que c'est une dépression qui était liée à un burn-out, chose que je connaissais pas non plus à l'époque. Et c'était pas du tout ma spécialité, je travaillais pas sur ce sujet. J'ai entendu parler des burn-out, mais j'étais beaucoup plus dans le coaching performance. Et du coup, j'ai découvert qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais formé au coaching, comme on se fait former sur beaucoup de disciplines aujourd'hui, comme en médecine, comme en social, on apprend à avoir des outils et à travailler sur les autres. Et puis, optionnellement, se les faire appliquer. Je parlais beaucoup à l'époque d'auto-coaching, mais je pensais que c'était suffisant. Et puis, on avait nos outils de développement personnel, mais rien de si profond. Et ce qui m'a sauvé à cette époque-là, ce n'était pas vraiment le fait de me faire coacher parce que j'étais incoachable, mais le fait de faire stop. J'avais arrêté de travailler pendant quelques jours, après quelques semaines, où je me suis posé et j'ai entrepris moi-même un travail sur moi-même. Ce qu'on demande aux clients quand ils viennent au coaching, ils ont beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie pour suivre ce qu'on leur dit et puis pour aller pendant la semaine de travailler sur eux-mêmes. Moi, j'avais pas cette humilité, j'avais pas cette modestie, j'avais pas cette prédisposition à devoir travailler sur moi. Pour moi, c'était fini ce travail. En fait, ça se termine jamais. On a toujours besoin de travailler sur nous-mêmes. Alors, quand on s'engage encore plus dans un parcours de coaching et d'accompagnement, on devient encore de plus en plus imperméable. Et c'est ce que j'ai remarqué ces années passées, en rencontrant des coachs, en travaillant avec des coachs, en ayant des projets avec des coachs, je voyais beaucoup de problématiques, beaucoup d'impasses, beaucoup de fragilité, beaucoup de vraiment de soucis parfois psychologiques qui s'aggravaient avec les années chez certains coachs, parce qu'effectivement, on devient de moins en moins coachable, surtout avec cette dimension, on commence à aider, surtout quand on commence à aider des masses. À l'époque, j'allais dans des universités, j'avais des fois 1000, 1200 personnes dans une salle de conférence, on m'acclamait, etc. Mais j'avais conscience que je pouvais aider et que j'étais incapable de m'aider moi-même et que j'étais même incapable d'être aidé. Peut-être je n'ai pas trouvé une bonne supervision, mais surtout, j'avais pas une communauté et un groupe avec lequel je pouvais interagir, où je pouvais toujours revenir à moi-même en tant que personne qui travaillait avec les autres. Et c'est l'objectif aujourd'hui de Happiness Engineers, c'est de ne pas avoir un maître qui coach et tous les autres doivent être coachés, mais cette fois-ci, on est vraiment un réseau. C'est vrai que je partage des connaissances et pour l'instant, j'anime les formations et les lives, mais il y aura d'autres personnes qui vont aussi les animer. Mais en même temps, je garde toujours cette posture d'apprenant et d'apprendre. Et c'est la posture du coaching et c'est la posture que doit avoir toute personne qui accompagne et qui aide. On apprend ça souvent avec les années, avec l'expérience, après avoir reçu des coups des fois sévères de la vie, mais on voudrait les faire éviter à tous les jeunes coachs qui démarrent leur carrière aujourd'hui, de dire non, attention, on commence par le travail sur soi, ensuite on accompagne les autres et on revient toujours au travail sur soi. C'est pour ça dans notre communauté Happiness Engineers ou ingénieurs du bonheur, il y a un mode de paiement, un mode d'adhésion qui permet d'y rester à vie et d'en profiter à vie
et d'évoluer, mais tout en gardant un pied sur l'apprentissage sur soi et un pied dans l'accompagnement des autres. Et c'est comme ça qu'on avance avec équilibre, plutôt comme ça ou comme ça. Donc c'est comme ça qu'on avance en équilibre en accompagnant les autres. Maintenant, est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un sur une problématique que nous avons nous-mêmes? Oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, euh, quand j'ai un outil, euh, je dis souvent, même un handicapé peut devenir un coach sportif. Il n'y a aucun problème à ça. Vraiment, une personne handicapée, même qui ne peut pas bouger, parce que coacher un sportif pour qu'il devienne un grand sportif, c'est pas lui faire des démonstrations. Ça s'appelle un entraîneur ou un démonstrateur, ou je sais pas, je peux inviter. Je peux moi-même remarquer un excellent joueur et ce qu'on appelle en PNL, la programmation neurolinguistique, modéliser ses comportements sans les modéliser moi-même, mais les modéliser techniquement, les prendre et entraîner quelqu'un d'autre à simuler ses propres mouvements. Je peux moi-même détecter la haute potentialité chez quelqu'un et pouvoir l'aider à avancer. Faire une chose et entraîner quelqu'un ou le coacher à faire la même chose, ce sont deux choses qui sont complètement distinctes. Je donne souvent ça dans le coaching sportif. Les meilleurs coachs, vous pouvez aller vérifier, et là je peux le garantir dans n'importe quelle discipline sportive, les meilleurs coachs sportifs, les meilleurs, hein, les excellents qui se distinguent de très loin des autres coachs, n'ont jamais été champions, n'ont jamais même beaucoup évolué dans leur discipline. Ça, je peux le garantir. Moi, j'ai vérifié certains cas dans le basketball, dans le tennis, dans, je pense, la natation. Un des meilleurs coachs de la natation et ainsi de suite n'ont jamais été eux-mêmes des champions. Ils ne savent pas ça. Mais ils savent reconnaître un champion et de l'aider à se développer. Ils peuvent même ne jamais nager. Et d'ailleurs, c'est le cas. Un coach sportif ne joue pas au foot. Enfin, au foot, par exemple, il ne va pas jouer tous les jours au foot, mais il va entraîner les autres à devenir de très bons joueurs de foot. Pareil dans l'enseignement, par exemple. Les meilleurs scientifiques sont les pires enseignants. Et les meilleurs enseignants ne sont pas du tout des scientifiques. On le sait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédemment. Einstein était un très mauvais prof. Et c'est normal. Il sait faire de la recherche, il sait produire des idées, mais il ne peut pas les transmettre. Et on peut avoir quelqu'un d'autre qui va lire Einstein, qui va agréablement l'expliquer et le transmettre, et agréablement le comprendre aussi. Des fois, le scientifique lui-même, il n'arrive pas à mieux exprimer ses propres pensées. Et donc, voilà, ce sont en fait deux compétences différentes. Vous allez devenir coach de vie, vous allez maîtriser les outils, quel que soit votre profil, vous allez pouvoir utiliser les compétences du coaching et on va vous entraîner à le faire et vous allez devenir d'excellents coachs. Mais attention, vous risquez de passer à côté du travail sur vous-même. Et ça peut vous pousser, c'est ce qui est arrivé à beaucoup de coachs, soit d'arrêter leur carrière de coaching parce que ça épuise le coaching. Les métiers d'accompagnement de manière générale sont très épuisants, demandent beaucoup d'énergie, malgré qu'on croit que c'est des métiers simples, mais c'est les métiers les plus épuisants. Commençons par l'enseignement. Tous les métiers où on a l'humain face à nous. Et puis, quand on n'a pas fait le bon travail sur soi-même, eh bien, on se retrouve à être démuni face à beaucoup de situations. Et bien sûr, il y a toutes les histoires de transfert, de contre-transfert et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de toujours vous engager d'abord dans votre propre premier développement personnel et de garder toujours un fil conducteur par rapport à votre développement personnel. Nous, notre approche à Happiness Engineers, c'est de commencer d'abord par vivre en harmonie. Ça veut dire quoi vivre en harmonie? Ça veut dire tout simplement de se comprendre, de comprendre la mécanique humaine telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui, de la manière la plus simple possible et la plus exploitable possible, pour qu'on arrive à gérer un des aspects les plus fondamentaux en nous, ce sont nos émotions et nos sentiments. Alors, on fait d'abord la distinction entre sentiments et émotions, qui est une distinction fondamentale et très importante à faire au début. Et puis, on va appliquer ça sur quelques aspects de notre vie et de comprendre surtout qu'est-ce que la vie en général.
sans aller dans la philosophie, mais de manière pratique, est-ce que la vie est censée être un paradis? Est-ce que c'est censé être un endroit de bien-être total? Ou est-ce que c'est censé être un chantier de travail continu? Et si c'est censé être un paradis, bah, comment y accéder? Et si c'est censé être un chantier, bah, comment y survivre sans s'épuiser? Et à travers ça, on apprend à se réconcilier avec qui nous sommes dans notre nature fondamentale humaine. Par exemple, une des premières ou une des formations fondamentales qu'on a en premier niveau, qu'on a 9 niveaux chez Happiness Engineers, la première formation, c'est la puissance de la pensée négative. On y apprend que on est des personnes tous purement négatives et toute la journée nous produisons des dizaines, voire des centaines de pensées négatives. Et ça ne sert à rien de nous bombarder et d'aller contre le sens de qui nous sommes en nous imposant des pensées positives. C'est plus frustrant, c'est angoissant et souvent c'est contre-productif quand on ne sait pas le faire. Donc ça nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et de comprendre qu'anthropologiquement, biologiquement, nos ancêtres étaient des personnes purement négatives. Et c'est grâce à leur négativité que nous avons survécu et ils ont fait face à beaucoup de dangers. Les plus optimistes, on va dire, ou les plus positivistes, ont déjà succombé à beaucoup de dangers et à beaucoup de menaces. Et du coup, une fois on se comprend, on peut aller ensuite appliquer cette compréhension avec un peu plus de profondeur dans les domaines qui nous rassemblent tous, quelle que soit notre culture en tant qu'humains. C'est le domaine relationnel, communication avec soi et avec les autres, relation avec soi et avec les autres. Le domaine de la santé, le corps, c'est le socle qui nous porte tous. Et quand on a un mauvais rapport avec le corps, bah, notre fonctionnement, il n'est pas optimal. Puis l'argent, le domaine physique qui nous rassemble tous les humains, du pôle nord au pôle sud, c'est le rapport avec l'argent. Et puis la conscience ou la spiritualité, c'est le rapport avec le delà, avec l'invisible, avec notre intuition, la télépathie. Qui sommes-nous vraiment et qu'est-ce que dit la science par rapport à ça jusqu'à aujourd'hui? Une fois on travaille sur nous-mêmes, sur ces 5 niveaux, on peut ensuite commencer à avoir les outils qui vont continuer à nous permettre toujours de travailler sur nous-mêmes, mais cette fois-ci en allant aussi accompagner et travailler sur les autres ou avec les autres. C'est plus avec que sur. Donc, ce travail sur soi doit être le début et la fin. Et on revient à la fin, au 9e niveau, donc quand on est ingénieur du bonheur, à revenir à appliquer des outils de manière approfondie sur soi-même et ensuite toujours avec les autres. Donc travailler sur soi ne veut pas dire forcément changer ou devenir quelqu'un d'autre ou se transformer. Non, travailler sur soi, ça commence par cet premier élément qui est l'harmonie intérieure, vivre en harmonie. Vivre en harmonie, ça veut dire que vivre en tant qu'humain normal. C'est bizarre, hein? On cherche aujourd'hui à être des surhommes, surfemmes, des superwomen, des superman. En fait, on devient anormaux. Et ce qui nous rend normaux, c'est ce qui nous rendra aussi super. Parce que quand on est aligné, cohérent, en paix, agréablement content de vivre avec soi-même, avec ses pensées, ses émotions, ses sentiments et son monde extérieur, et que finalement on est en symbiose avec notre monde extérieur, c'est ça qui fait de nous qu'on devienne des superwoman, superman, mais pas en étant des personnes au-dessus de leur environnement, parce que comme on le découvre au quotidien, nous sommes victimes plus ou moins de notre environnement. On ne peut pas se détacher de notre environnement. Toutes les expériences le montrent.
tout nous influence. Tout autour de nous nous influence au quotidien. Toutes les décisions que nous prenons au quotidien ne sont pas à 100% objectives. Elles sont toutes subjectives. Depuis le mouvement des planètes et de la Lune et des étoiles jusqu'à la température d'une salle. Je voyais, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait du fact-checking. Il faut le faire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui passent. Une expérience qui décrivait qu'en fait, en donnant à des gens de porter un gobelet à leur insu, qui soit chaud ou froid, influençait directement leur décision sur une personne qu'ils vont rencontrer 10 minutes plus tard. C'est assez marquant. Je crois en ce genre de choses. Après, il faut aller le fact-checker. Euh, mais effectivement, on est vraiment influencé sur beaucoup de choses. Quand on apprend, par exemple, l'astrologie, rien que l'astrologie nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes et le rapport que nous avons avec les planètes. Et c'est pas anodin parce qu'il y a un mouvement, il y a une gravité et nous sommes créés de molécules. Nos molécules bougent. Rien que le mouvement de la Lune nous influence au quotidien. Sans parler des hormones, sans parler de notre métabolisme, sans parler de notre énergie, etc. Du coup, être un superman ou un superwoman veut dire tout simplement être quelqu'un qui se comprend parfaitement, qui comprend ses réactions, qui comprend qui il est vraiment, et ce qui nous permet ensuite de vivre en paix avec notre environnement. Et quand on vit en paix avec notre environnement, eh bien on vit en croissance continue et on progresse jour après jour sur notre vie. Il y a des moments de doute, c'est sûr. Il y a des moments où on est dépassé, c'est sûr. Mais quand on est dans une communauté qui a le même esprit et qui avance vers la même chose, eh bien, on se rappelle les uns des autres et puis on se donne des outils qui nous permettent tout le temps de revenir à nous-mêmes et à notre harmonie intérieure qu'on appliquera sur nos autres champs de vie et de comprendre est-ce que la vie est un endroit paradisiaque ou est-ce que c'est une école à chantier. Je vous dis donc, si vous voulez découvrir la réponse à cette question, venez sur le lien en bas de cette vidéo. Vous avez un essai de 7 jours qui vous permet de découvrir Happiness Engineers et de vous initier à nos formations avant de prendre la décision de vous engager dans cette démarche de formation et de progression. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.